Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous sommes le vendredi 12 juin 2026 et notre cher ami, l'ambassadeur Chas Freeman, est avec nous. Bienvenue à nouveau, monsieur l'ambassadeur. Ravi d'être avec vous, Nima. Commençons par ce qui se passe entre les États-Unis et l'Iran. Hier soir, j'ai parlé avec Larry et on pensait que, d'après ce que j'ai appris des Iraniens, il disait avoir préparé un texte et qu'il communiquait avec les États-Unis. Et Larry me disait que selon ses sources, les États-Unis pourraient attaquer l'Iran. Donc hier soir, on ne savait pas du tout ce qui allait se passer. C'était un peu flou. Une attaque, des discussions, quelque chose comme ça. Et si on spéculait un peu là-dessus, c'est parce que vous vous souvenez, la délégation qatari était en Iran quand les États-Unis ont attaqué l'Iran. Ils sont restés là toute la nuit. Et puis le lendemain, ils ont quitté le pays. Alors, qu'est-ce qui se passe en ce moment? On a eu ce nouveau rapport dans les médias iraniens. En gros, ils disent qu'il y aurait un plan en 14 points, avec soi-disant 20 milliards de dollars d'avoirs iraniens gelés qui seraient libérés, des sanctions levées, ou encore 300 milliards pour la reconstruction en Iran. Et d'après ce qu'a déclaré Donald Trump, tout ça, c'est faux. J.D. Vance a aussi dit qu'on ne donnerait rien à l'Iran, en tout cas pas d'argent, c'est ce qu'il a affirmé. Et juste avant qu'on prenne l'antenne, le ministre iranien des Affaires étrangères a déclaré que le mémorandum d'entente d'Islamabad n'avait jamais été aussi proche d'être finalisé. En attendant, il a demandé aux médias d'éviter toute spéculation sur son contenu. Il a ajouté que dans un esprit de responsabilité et de transparence, tous les détails seraient rendus publics en temps voulu. Monsieur l'ambassadeur, où en est-on exactement aujourd'hui? Seul Dieu le sait, je crois. Et même lui doit être un peu perdu dans tout ça. Donc je pense qu'il y a plusieurs facteurs ici. D'abord, Donald Trump a d'abord menacé de relancer la guerre contre l'Iran, puis il a fait marche arrière. À mon avis, il y a beaucoup de raisons à ce revirement. Il affirme qu'il y a des progrès, il répète sans cesse qu'on est tout près d'un accord. Mais ça, c'est de la politique étrangère fantasmée. Pourtant, d'après ce que l'Iran vient de déclarer, il y a peut-être enfin quelque chose de concret. Je pense que l'Iran a été très clair tout au long des négociations indirectes menées par le Pakistan et le Qatar. Il n'est pas prêt à signer quoi que ce soit, à moins qu'une partie, au moins la moitié des quelques 24 milliards de dollars d'avoirs gelés soient libérés et que les sanctions contre l'Iran soient suspendues. Et il y a un accord sur un processus pour mettre fin complètement à la guerre en Asie de l'Ouest. L'Iran, lui, a été très constant. Je ne vois aucune raison de penser qu'il se soit écarté de cette approche. Je veux souligner plusieurs points ici parce que ce qui s'est passé dans cette guerre est vraiment très important. En gros, l'Asie de l'Ouest a longtemps été un terrain de jeu militaire pour Israël et les États-Unis, où Israël, surtout, pouvait faire à peu près ce qu'il voulait, parce qu'il avait un avantage militaire qualitatif et le soutien de Washington. Il pouvait bombarder ses voisins, tuer des civils, mener des massacres au Liban, et ainsi de suite, sans craindre de véritables ripostes. Mais cette époque est terminée. L'Iran a désormais déclaré ouvertement qu'il riposterait à toute attaque contre les éléments de la résistance qu'il soutient. Cela inclut Ansar Allah et les Houthis au Yémen, qui, selon eux, ont rétabli un blocus contre les navires liés à Israël en mer Rouge. Cela inclut aussi le Hezbollah au Liban et le Hamas, présent à Gaza. Pendant ce temps, bien sûr, Israël mène une campagne d'épuration ethnique particulièrement agressive en Cisjordanie. Et on vient d'apprendre que le nombre de Palestiniens tués par des colons au cours des 2 dernières années est d'une ampleur sans précédent.
Il y a plus de 1200 personnes, dont environ un cinquième sont des enfants. Donc, Israël fait maintenant face à des représailles pour tout ce qu'il fait. Et les États-Unis qui ont soutenu et encouragé Israël sont eux aussi exposés à des représailles. Quand l'hélicoptère a été abattu dans le détroit d'Ormuz, s'il a bien été abattu, ce que je pense, il faisait partie d'une opération visant à aider certains navires à franchir le blocus iranien. Et il a très probablement été abattu par un drone iranien. Il est aussi possible que ce soit une opération sous faux drapeau menée par Israël, parce qu'Israël veut que la guerre reprenne. Donald Trump, de manière instinctive, a bombardé l'Iran, mais sans grand effet. La riposte de l'Iran a été rapide. Elle a commencé par la destruction d'un radar clé à Bahreïn, essentiel à la défense de Bahreïn, du Koweït et aux opérations militaires américaines dans la région. Et l'Iran a aussi bombardé Israël. Ce qu'on voit maintenant, c'est un schéma très clair. Toute action agressive, que ce soit d'Israël ou des États-Unis, entraînera une riposte. Et pas n'importe quelle riposte. L'Iran a en quelque sorte adopté la norme israélienne. Le droit international reconnaît un droit de représailles. Si vous êtes attaqué, vous pouvez contre-attaquer, mais seulement de manière proportionnée. Israël n'a jamais respecté cette limite. Il a toujours répondu de façon disproportionnée, autrement dit en cherchant à infliger beaucoup plus de dégâts qu'il n'en a subi lui-même. Mais ça aussi, c'est fini. L'Iran a adopté à son tour un système de riposte disproportionné au nom de la dissuasion. Donc ce dont je parle ici, c'est de cette soi-disant trêve qui n'en est pas vraiment une. C'est plutôt une désescalade convenue. Il faudrait peut-être un mot pour ça, un mot plus juste. Moi, je dirais une trêve à la manière israélienne. Je pense que c'est la description parfaite de ce qui se passe. Un cessez-le-feu dans lequel Israël ou les États-Unis ne cessent pas de tirer, mais où l'autre camp, lui, est censé s'arrêter. On le voit bien à Gaza, par exemple, où le soi-disant cessez-le-feu devait laisser Israël sous contrôle temporaire de 53% du territoire, avant un retrait qui devait coïncider avec le désarmement du Hamas. Mais Israël ne s'est pas retiré. D'abord, il a étendu son contrôle à 60%, et maintenant, sur ordre du Premier ministre Netanyahou, il occupe 70% de Gaza. Le Hamas, donc, ne s'est pas désarmé. Ces cessez-le-feu à sens unique, des cessez-le-feu à la manière israélienne, ne fonctionnent pas. Et du coup, on reste dans un risque permanent d'escalade. Ce n'est pas fini. Je veux dire, peut-être qu'il y a là un moment d'espoir, quand l'Iran dit que des progrès sont réellement en train d'être faits. Et je pense, Nima, tu me corrigeras si je me trompe, mais je crois que c'est la première fois que l'Iran fait une telle déclaration, qu'il y a eu de réels progrès et qu'un accord était possible. Je n'avais encore jamais entendu ça de la part de l'Iran, donc c'est plutôt encourageant. Je ne sais pas ce que ça signifie pour Donald Trump et pour les États-Unis. Quoi qu'il en soit, je pense que les États-Unis ont été humiliés. Et surtout, Israël ne peut plus compter sur eux pour l'accompagner dans une attaque contre l'Iran. Le coût serait tout simplement trop élevé. Pourquoi Trump a-t-il soudainement renoncé à son plan d'attaquer l'Iran? L'Iran, et il avait dit, prenez l'île de Karg. C'est très simple à mon avis. D'abord, s'il y avait effectivement eu des progrès dans les discussions, cela justifiait de suspendre l'opération. Mais surtout, je pense que l'armée américaine lui a dit que qu'il proposait de faire serait catastrophique. Il y aurait d'énormes pertes américaines dans toute opération d'infanterie sur l'île de Karg ou ailleurs en Iran. Les États-Unis ont déjà perdu, semble-t-il, une quarantaine d'avions dans cette guerre, sans rien obtenir en retour. Il y aurait encore d'autres pertes parce que l'Iran a renforcé sa défense aérienne, peut-être avec l'aide de la Chine ou de la Russie. On n'en est pas sûr. Mais apparemment, ces défenses sont plus efficaces. Et contrairement à ce que Donald Trump n'a cessé d'affirmer,
et à la propagande que le gouvernement israélien impose à sa population, l'Iran dispose aujourd'hui de plus de missiles qu'avant. Pas forcément plus qu'au tout début de la guerre, mais il lui reste au moins 70% de son arsenal intact. Les lanceurs sont toujours en place. Les accès aux installations souterraines où les missiles sont stockés sont de nouveau ouverts et prêts à servir. L'Iran frappera durement Israël, mais aussi les pays arabes du Golfe, si les combats reprennent. Donc non seulement il y aurait d'énormes pertes américaines, c'est d'ailleurs pour ça que Donald Trump, à mon avis, a dit que le public américain ne supporterait pas une telle opération, autrement dit qu'il ne tolérerait pas un tel niveau de perte, mais en plus, les Arabes du Golfe en ont vraiment assez. Il y a un article dans le Washington Post ce matin qui raconte qu'au tout début de cette guerre, le Qatar a essayé de conclure un accord avec l'Iran. Je crois d'ailleurs qu'on en avait parlé, toi et moi, à l'époque. Aujourd'hui, les pays du Golfe se retrouvent face à un choix très difficile. Soit ils font la paix avec l'Iran, et pour ça ils doivent retirer les forces américaines de leur territoire. Ces forces ne peuvent pas les protéger, et ils le savent maintenant. Elles ne sont tout simplement pas conçues pour défendre ces pays. Ils sont configurés pour attaquer l'Iran. Donc, l'Iran insiste sur le retrait de la présence américaine s'il doit y avoir un accord. Les pays arabes du Golfe ont ce choix-là. L'autre option, c'est de perdre leurs richesses parce que leurs installations pétrolières et gazières seraient détruites. Pendant un certain temps au moins, ils seraient à l'arrêt, appauvris. Et il se peut même que l'Iran réponde à la stupide attaque du CENTCOM contre les réserves d'eau de l'île de Keshm. Dans ce cas, il perdrait toute capacité à exister. Je pense que c'est pareil pour Israël, qui dépend fortement de l'eau dessalée. Donc, l'Iran a les cartes en main, pour reprendre l'expression de Donald Trump. Et cela suffit à le convaincre que, aussi mauvais que soit le résultat de son point de vue, la négociation vaut mieux qu'une nouvelle guerre. L'Iran, évidemment, ne veut pas que la guerre reprenne. Le pays a subi d'énormes dégâts. Il veut se reconstruire. Et cela m'amène au plan de 300 milliards de dollars pour la reconstruction de l'Iran. À mon avis, c'est Kushner et Witkoff qui essayent de tirer profit de la détresse iranienne. Je ne pense pas que cela ait le moindre rapport avec la réalité. La reconstruction de l'Iran se fera grâce à ses propres efforts, avec les revenus tirés du passage par le détroit d'Ormuz, et avec l'aide d'autres pays, la Russie en particulier, et la Turquie, qui possède une industrie du bâtiment extrêmement performante. Je pense qu'on verra un effort de développement régional pour rebâtir l'Iran. Et il se peut que les opportunités d'investissement que cela créera attirent les pays arabes du Golfe. Je ne crois pas que Witkoff et Kushner aient besoin de postuler. Je vais m'arrêter là. Quand il s'agit de ouais. On dirait que j'entends ouais. Ambassador, what has happened with the case of yesterday Donald Trump said he's gonna invade the Hark Island as a part of the operation. Then, because you have to have some sort of support, at least within the Republican Party, to do that. It doesn't seem that the Republican Party, the hardcore of the Republican Party is supporting that. We had Republican Senator John Kennedy saying that this is little by little turning into new Vietnam if they do that. And if they do that, they have to go ahead and send more and more. And this is the recipe for disaster for the United States. Then he said, but he doesn't have the intelligence that Donald Trump has. But it doesn't seem that he has any sort of support. Mais alors extrêmement lourd de conséquences pour son administration. Hugely consequential for his administration. Well, he did say that the American people would not stomach. Eh bien, il a effectivement dit que le peuple américain ne supporterait pas les conséquences de l'opération.
et cela reflète sans doute un échange entre lui et des sénateurs comme Kennedy. Mais il y a aussi d'autres sénateurs, bien sûr. Lindsey Graham, Tom Cotton, Ted Cruz, qui sont de véritables va-t-en-guerre et qui, sans aucun doute, soutiendraient une telle initiative. Mais ils restent très minoritaires. Et toutes les enquêtes d'opinion montrent que c'est un désastre, non seulement pour Donald Trump, mais aussi pour le Parti républicain. Et ce désastre va encore s'aggraver parce que nous arrivons à court de notre réserve stratégique de pétrole, et donc de la capacité à modérer le prix du baril que ça permettait. L'essence, c'est autre chose. Elle est consommée localement et elle dépend beaucoup moins des prix mondiaux. En fait, le gaz américain a remplacé le gaz qatari en Inde, ce dont, vous savez, l'industrie gazière aux États-Unis ne se prive pas de se vanter. Et les États-Unis sont devenus le plus grand exportateur mondial de pétrole, prenant la place de l'Arabie saoudite et de la Fédération de Russie. C'est bien sûr une situation temporaire, mais disons c'est un petit rayon de soleil dans un ciel vraiment très sombre. D'ici 2 semaines et demie, 3 semaines, il y aura une forte hausse des prix de l'essence à la pompe dans les stations-service américaines. Et on verra aussi une nouvelle flambée importante des prix du pétrole à l'échelle mondiale. Et je pense que tous les économistes qui ont étudié la question prévoient que cela va se produire. Le temps commence donc à manquer pour Donald Trump. Il doit agir, sinon c'est toute l'économie mondiale qui risque de plonger dans la récession. Et les consommateurs américains, y compris beaucoup de partisans de MAGA issus de la classe ouvrière, se retourneront contre lui. Donc oui, la question du soutien politique est très pertinente. On a déjà vu la Chambre des représentants voter une version très affaiblie de la mise en œuvre des pouvoirs de guerre. Le Sénat n'a pas encore bougé, mais il suffirait qu'un seul républicain fasse défection pour qu'il suive la Chambre. Cela obligerait Donald Trump à opposer son veto à une initiative visant à mettre fin au combat. Ce serait extrêmement impopulaire. Je pense donc qu'il est dans une impasse qu'il a lui-même créée. Il n'y a pas de sortie facile. Et il espère évidemment que l'Iran acceptera quelque chose qui lui permette de sauver un peu la face au moment où il met fin à la guerre. Ce qui était vraiment étrange dans l'attaque américaine contre l'Iran, c'est qu'elle est arrivée juste après que Donald Trump a d'une manière ou d'une autre publié que c'était un hélicoptère Apache qui avait été touché par des drones iraniens. Ensuite, CNN a rapporté que c'était un drone iranien. Alors il faut répondre. Supposons que l'hélicoptère Apache ait bien été touché par l'un de ces drones iraniens. L'histoire serait vraie, mais les 2 pilotes sont vivants. Ils n'ont pas été blessés pendant l'attaque. Alors, comment est-ce possible, physiquement? Les autres attaques ont eu lieu juste après la riposte iranienne à l'attaque israélienne, qui semble-t-il a été très violente, cette attaque iranienne contre Israël. C'est pour ça que je pense que les 2 événements sont liés. L'attaque des États-Unis. Non, je crois que je suis d'accord avec vous. Apparemment, le drone, peu importe qui l'a tiré, qu'il soit iranien, israélien ou autre, s'est logé dans l'hélicoptère sans exploser. Les pilotes ont donc pu s'en sortir et ont fini par être secourus, apparemment par un drone sous-marin d'un certain type. Mais vous savez, le vrai problème ici, c'est que les États-Unis ne parviennent pas à contrôler le détroit d'Ormuz. L'Iran, lui, le peut. Et puis, Donald Trump affirme qu'il y a eu toutes sortes de pétroliers qui sortaient du Golfe Persique. En fait, il y en avait peut-être 3 par jour qui sortaient. Ce n'était sans doute pas du pétrole iranien, mais plutôt du pétrole irakien ou saoudien, passé en contrebande malgré les efforts de l'Iran pour les arrêter. L'Iran a bien sûr attaqué des pétroliers, et les États-Unis aussi. Les États-Unis viennent d'ailleurs de tuer 3 marins indiens sur un navire. J'ai pas vu beaucoup d'excuses à ce sujet, mais c'est une tragédie.
Donc je pense que, voilà, on en est là. Comme je l'ai déjà dit, c'est vraiment une guerre d'usure. Et vous savez, elle n'a pas forcément besoin de se terminer par des accords. Une possibilité, c'est que maintenant que l'Iran a décidé de riposter aux attaques israéliennes dans la région, pas seulement contre lui-même, cela devienne la norme. Israël attaque et l'Iran riposte. Israel attacks and Iran retaliates. So that is fatal for Israel because Eh bien, c'est fatal pour Israël, parce qu'il ne faut pas oublier qu'Israël a été créé comme un refuge sûr pour les Juifs européens après l'Holocauste de la Seconde Guerre mondiale en Europe. Et bien sûr, la création de l'État d'Israël, et surtout la manière dont elle s'est faite, a rendu la présence continue des Juifs dans le monde arabe difficile. La plupart ont donc émigré en Israël. Aujourd'hui, les Juifs arabes représentent une part très importante de la population israélienne, et certains comptent parmi les plus fanatiques. Par exemple, Ben Gvir, qui est en grande partie d'origine kurde et arabe, pas européenne. Israël est ainsi devenu un État incapable de vivre en paix avec qui que ce soit les Palestiniens ou d'autres, à cause d'une forme de paranoïa héritée du judaïsme européen. Les Juifs d'Europe ont été horriblement maltraités par les chrétiens au fil de l'histoire, et tout cela a culminé avec l'Holocauste nazi, au cours duquel environ 6 millions d'entre eux ont péri. 6 millions d'autres Européens, des libéraux, des communistes, des Roms et d'autres encore, ont aussi été tués. Quoi qu'il en soit, la création de l'État d'Israël visait à assurer la sécurité des Juifs. Mais aujourd'hui, il n'y a nulle part au monde où les Juifs soient moins en sécurité qu'en Israël. Et cela pourrait bien rester ainsi tant qu'il n'y aura pas de paix. L'Iran n'a aucune intention de renoncer à son droit de riposte, et il n'est plus intimidé par le soutien américain à Israël. Enfin, si on revient à la politique américaine et à la scène internationale, on a vu l'effondrement total du soutien international à Israël, et aussi celui du soutien du public américain, sauf chez les fanatiques les plus acharnés et chez les républicains âgés, qui agissent essentiellement par inertie. Tu comprends sans doute ce concept mieux que moi parce que tu es ingénieur, mais l'inertie, c'est une vraie force. Et là, c'est tout simplement intenable. Pour Israël, en ce moment, l'idée était que supprimer l'Iran garantirait son existence. Mais en réalité, ça a créé un défi existentiel pour Israël. Et Israël doit faire la paix, y compris avec le Liban, parce que l'Iran a étendu sa protection au Liban et a exigé, comme le prévoyaient les 14 points publiés à l'origine, la paix sur tout le territoire libanais, aucune attaque contre le Hezbollah et la fin du génocide à Gaza. Israël est donc à un carrefour. Il doit vraiment prendre des décisions pour lesquelles il n'est clairement pas prêt. L'opinion publique israélienne continue de soutenir toutes sortes d'actions horribles menées par son armée au Liban, même si cette armée est en train de se désagréger, avec de plus en plus de désertions, des gens qui ne se présentent pas quand ils sont rappelés, et environ 10 pertes par jour au Liban. Ça peut sembler peu comparé au nombre de morts à Gaza, mais c'est un fardeau important pour les familles israéliennes et pour l'opinion publique. Et donc, au final, la réputation politique de Donald Trump est en jeu ici. Mais Netanyahou, lui, est dans une situation encore plus périlleuse. Il va finir soit en prison, soit en fuyant la prison, en s'exilant dans un autre pays. Franchement, je ne sais pas qui voudrait encore l'accueillir à ce stade. Il pourrait aller en Ukraine. Eh bien, c'est possible. Mais est-ce que l'Ukraine sera vraiment en état de l'accueillir? Vous savez, on entend beaucoup de commentaires absurdes en ce moment, disant que l'Ukraine renverse la situation, et ainsi de suite. Non, ce n'est pas le cas. L'Ukraine a fait preuve d'un courage exceptionnel, d'une grande ingéniosité, d'une efficacité que peu de gens auraient pu imaginer.
C'est loin d'être négligeable, et les Ukrainiens méritent qu'on le reconnaisse. Mais réussir à tenir les Russes en échec pendant un certain temps, ce n'est pas une victoire. Et je pense qu'on va bientôt assister à une offensive russe pour mettre fin à cette guerre selon les conditions de la Russie. On verra bien. Alors est-ce que le groupe néo-nazi qui domine actuellement la politique ukrainienne sera encore là pour accueillir Netanyahou? N'y a-t-il pas une certaine ironie à voir le Premier ministre d'un État à majorité juive chercher refuge auprès de néo-nazis? En tout cas, je trouve que nous vivons une période vraiment étrange de l'histoire. Je pense que la réalité du Golfe Persique, et surtout du détroit d'Ormuz, a d'une certaine façon influencé l'état d'esprit des pays du CCG. Parce que lors de la dernière attaque israélienne contre l'Iran, il semble que l'Arabie saoudite, on ne sait pas exactement, ait interdit à Israël d'utiliser son espace aérien contre l'Iran. Donc c'est un moment particulier, alors que les États-Unis sont toujours présents dans la région. Imaginez un instant que Donald Trump retire les porte-avions, toutes ses armes déployées là-bas. Que se passerait-il le lendemain d'un tel retrait américain? Et Israël se retrouverait-il seul? Est-ce qu'il continuerait à mener ce genre d'attaque? Franchement, je pense que ce serait très difficile. Well, I think very difficult. You should discuss this with. C'est très difficile. Vous devriez en parler avec Larry Johnson et Larry Wilkerson. Peut-être qu'on le fera aujourd'hui, je ne sais pas. Mais l'armée de l'air israélienne ne peut pas faire ce qu'elle a fait en Iran sans être ravitaillée par l'armée de l'air américaine. Donc le point clé, ce n'est pas l'Arabie saoudite, c'est l'Irak, où l'armée de l'air américaine contrôle le ciel. Sauf que l'Irak n'est plus disposé à accepter ça. Ce ne sont pas seulement les milices qui attaquent les bases américaines. Le peuple irakien, le Parlement irakien veulent le départ des États-Unis. On assiste donc à un effondrement général de la présence américaine dans la région. Autrement dit, les pays du Golfe ne peuvent plus se permettre de maintenir des bases américaines sur leur territoire, et ils ne le feront pas. Ils vont conclure un accord avec l'Iran, d'une manière ou d'une autre. Une nouvelle architecture de sécurité que les acteurs de la région espèrent capables d'empêcher toute grande puissance extérieure d'y intervenir. Pas de Chinois, pas de Russes, pas d'Américains, pas d'Européens. La région cherche son autonomie stratégique. Mais dans tout ça, la position américaine en Irak est en train de s'effondrer. Et peut-être que la Syrie a trouvé commode de se livrer à un peu de relations publiques, de se rapprocher des États-Unis, mais elle ne fait pas partie du camp américain. Le Liban, certainement pas. Les Libanais n'ont aucune raison d'aimer les États-Unis, qui ont soutenu sans réserve les exactions d'Israël au Liban, exactions qui ont forcé 1 200 000 personnes à fuir leur foyer. En ce moment, Israël est en train de raser des quartiers de Tyr. Sour en arabe, je ne sais pas comment on dit en persan. Enfin, j'imagine, parce que même si le farsi est une langue indo-européenne, il y a beaucoup d'arabe dedans, comme en turc. Je peux écouter un discours en farsi et reconnaître des mots, alors que je ne parle pas du tout cette langue. Bref, le Liban, qui a longtemps été très pro-occidental, est aujourd'hui dans une situation de dérive. Qui peut savoir où tout cela va mener? Le système confessionnel mis en place au Liban, celui que les Français avaient imaginé, avec un chrétien à la présidence, un sunnite au poste de Premier ministre et un chiite à la tête du Parlement, ce système n'est plus viable. Le Liban traverse une crise constitutionnelle et le gouvernement libanais collabore avec Israël contre le Hezbollah, qui représente pourtant une part très importante de la population libanaise. Toute la région est en train d'être redessinée. Et je dirais que dès le départ, l'Iran avait prévenu. Toute guerre aurait un caractère régional, pas bilatéral. C'est d'ailleurs une approche qui reflète celle d'Israël, elle aussi régionale. Je veux dire,
Israël cherche à étendre ses frontières dans toutes les directions. C'est le seul État membre de l'ONU qui n'a pas de frontières définies. Ces frontières sont très élastiques. Elles ne cessent de s'étendre. Une partie de la Syrie est désormais de fait sous juridiction israélienne. Le sud du Liban, ils essayent de l'annexer. Gaza, ils l'étouffent et tentent de la réduire par un nettoyage ethnique et une réinstallation de juifs israéliens. Israël a perdu le soutien de la communauté internationale. C'est aujourd'hui l'État le plus boycotté de la planète. C'est la société la plus détestée. Et ses politiciens les plus extrêmes sont désormais soumis à des interdictions d'entrée en Europe, incapables d'obtenir des visas. Immigration bans in Europe can't get visas. This, despite the fact that Europe, for a long time, Et cela, malgré le fait que l'Europe, pendant longtemps, a été hantée par la culpabilité et vulnérable aux accusations d'antisémitisme venues d'Israël. Mais l'accusation d'antisémitisme a perdu de sa force à cause de ce que font aujourd'hui ceux qui brandissaient cette accusation, les sionistes, envers des êtres humains ordinaires. Je pense donc qu'Israël est arrivé au bout d'un chemin et qu'il va devoir prendre des décisions, mais il ne semble pas en être capable. On pourrait donc assister à un lent effondrement d'Israël en tant qu'État, à sa dépopulation, à son dépérissement, un peu comme les royaumes croisés chrétiens des XIe et XIIe siècles, qui se sont éteints quand ils ont perdu leur soutien extérieur et qui n'ont pas su faire la paix avec leurs voisins musulmans, et même certains voisins chrétiens. with their Muslim and some Christian neighbors. Oui. Donald Trump vient de repartager sur X ce qu'a publié le ministre iranien des Affaires étrangères, confirmant ainsi ce que ce dernier avait déclaré. So let's hope this is coming to an end. Espérons que tout ça touche enfin à sa fin, parce que ça a été un désastre pour tout le monde. Vous savez, il se peut bien que l'Iran ait tenu plus longtemps que les États-Unis. Je pense qu'il a retenu son souffle plus longtemps que nous. Mais il a été durement frappé, vraiment très durement. Personne ne sort gagnant de cette situation. Israël est en difficulté, les pays du Golfe ont subi des dégâts, ils vont devoir prendre des décisions politiques difficiles. Et l'Iran a énormément de reconstruction à faire. Les États-Unis, eux, ont été humiliés. Et l'une des raisons pour lesquelles Donald Trump s'est sans doute abstenu de relancer une attaque contre l'Iran, c'est que ses propres militaires lui ont dit « On n'a plus les munitions ». Nous n'avons pas la capacité d'interception. Donc si vous faites ça, nous ne pourrons pas défendre Taïwan, par exemple, si c'est ce qu'on veut faire. Ce dont je ne suis pas sûr que Donald Trump ait envie, d'ailleurs. Vous savez, on l'accuse d'un crime grave à propos de la question de Taïwan. En gros, d'avoir pris une décision stratégique. Apparemment, c'est un crime. Il faudrait continuer à faire exactement la même chose, peu importe à quel point c'est stupide ou autodestructeur. Ou alors il y a un vrai problème, voilà. Que se passe-t-il, monsieur l'ambassadeur, concernant la stratégie iranienne dans la région? L'Iran cherche, par exemple, à renforcer l'Irak. L'Irak a été un pays clé pour l'Iran pendant cette guerre. Et aujourd'hui, Téhéran essaye d'améliorer le système de défense aérienne irakien. C'est en cours en ce moment même. Leur objectif, c'est de rendre l'Irak capable d'empêcher quiconque d'utiliser son espace aérien pour attaquer l'Iran ou pour se défendre. Et tout cela se déroule pendant que nous en parlons. Oui, bien sûr, c'est tout à fait logique. Comme je l'ai dit tout à l'heure, pour aller d'Israël à l'Iran, il faut passer par la Syrie et l'Irak. Et l'espace aérien irakien a été contrôlé par les États-Unis. Les Irakiens doivent pouvoir contrôler leur propre espace aérien. Et bien sûr, pour la Syrie, ça devrait être pareil. Mais la Syrie, en réalité, n'a plus les moyens de faire quoi que ce soit. Le pays a été ravagé par des interventions venues de toutes parts. Quelle horreur! Une guerre qui a poussé des millions de personnes à fuir, qui a laissé le pays en ruine, détruit son armée, aggravé ses divisions ethniques et religieuses, et qui, au fond,
l'a placé sous la domination d'Israël et de la Turquie. Subjugation by Israel and Turkey. Yeah. Here is what the Israeli Voici ce qu'a déclaré il y a quelques instants le ministre israélien de la Défense, Israel Katz. Le président Trump penche actuellement vers un accord avec l'Iran, dans une logique d'intérêt américain, y compris l'intérêt partagé avec Israël d'empêcher l'Iran d'acquérir l'arme nucléaire. Et nous nous attendons à ce qu'il respecte ce principe, ainsi que d'autres principes dans le domaine des missiles et des groupes terroristes agissant par procuration. Ensemble, nous avons porté de rudes coups à l'Iran, qui ont fait reculer ses capacités de plusieurs années. Et lui, il rêve de parler de ses groupes et des missiles. C'est impossible. Eh bien, je dirais aussi que la question nucléaire a été profondément transformée par cette guerre. Le groupe autour de l'ayatollah Ali Khamenei, qui s'opposait au développement d'armes de destruction massive, a été assassiné. Et leurs successeurs semblent, eux, favorables à une dissuasion nucléaire. L'Iran en a peut-être déjà une d'ailleurs. Vous savez, il y a eu des rumeurs, je crois que vous-même vous en avez parlé avec certains de vos invités, à propos de la possibilité que l'Iran possède un engin nucléaire et qu'il suive l'exemple de l'Inde et du Pakistan en le faisant exploser quelque part sur son territoire, pour le démontrer. Je ne sais pas si c'est vrai ou non, mais je pense que clairement la logique de la situation ne va plus dans le sens d'un Iran non nucléaire. Et je m'attends, sans aucun doute, à ce que l'Iran finisse par développer une arme nucléaire, ce que je ne considère pas comme une bonne chose. À mon avis, la seule chose qui retient encore Téhéran, c'est une forme de réalisme iranien. L'idée que si l'Iran devient une puissance nucléaire, l'Arabie saoudite, la Turquie, l'Égypte et peut-être même l'Irak feront de même. Et dans ce cas, l'Iran serait moins en sécurité, pas plus. Au lieu de faire face à une seule menace nucléaire, celle d'Israël, il se retrouverait confronté à des menaces nucléaires venues de tous ses voisins. Sans oublier que le Pakistan est déjà une puissance nucléaire. Donc, je pense que c'est ça s'il y a bien quelque chose qui freine encore l'Iran. Et vous savez, je pense que cette guerre, du point de vue des intérêts israéliens que vient de décrire Israel Katz, a été un désastre total. Probablement theory for presume nucléaire en usine. It's probably produced a nuclear weapon in Iran. It certainly improved the Iranian missile. Cela a probablement, ou plutôt certainement, amélioré les capacités de l'Iran en matière de missiles et de drones, et ça a renforcé le soutien et l'engagement de l'Iran envers la résistance à l'expansion israélienne. Donc non, ce qu'il dit là, c'est une déclaration très défensive. Il a déjà été cité auparavant en train de condamner les États-Unis simplement pour avoir envisagé un accord avec l'Iran. Pourquoi? Parce qu'un accord avec l'Iran mettrait fin à l'expansion d'Israël sans opposition dans la région. Et lui, c'est un fervent expansionniste. Donc je suis sûr qu'il le vit très mal, tout comme Benjamin Netanyahou, qui apparemment souffre d'un certain type de cancer et n'est pas en très bonne forme physique. Et l'aventure libanaise, une fois de plus, tourne mal pour Israël. Et il a ajouté qu'Israël ne se retirera pas des zones de sécurité au Liban, en Syrie et à Gaza. Je pense que dans ce cas, c'est impossible, parce qu'au Liban, on sait très bien quelle est la position du peuple libanais. Les Libanais, je ne parle pas du gouvernement, mais bien du peuple, ne veulent pas qu'Israël soit présent là-bas. Et pour la Syrie, c'est la même chose d'ailleurs. La Turquie exerce beaucoup de pression, parce qu'elle ne veut pas qu'Israël prenne ou occupe la Syrie. Elle veut qu'Israël se retire. Eh bien, on en revient à ce qui est sans doute le scénario le plus probable, celui dont j'ai déjà parlé. La guerre continue, avec des attaques sporadiques et des échanges de tirs. Et là, les États-Unis détiennent la clé. Vous savez, les 3 systèmes israéliens d'interception de missiles, le dôme de fer, Arrow et Fronde de David,
ont tous été financés par le contribuable américain et co-développés avec le commandement américain de la défense antimissile. Israël ne les a pas conçus seul. Quand j'étais secrétaire adjoint à la Défense, on me demandait chaque année d'approuver un transfert de fonds vers Israël pour le développement de ce qui allait devenir le dôme de fer. C'était il y a longtemps, mais Israël reste totalement dépendant des États-Unis pour beaucoup de choses. Et l'Iran, à mon avis, ne va pas sacrifier les intérêts ni des Palestiniens à Gaza, ni des Libanais du sud du Liban. Ce que Katz dit, c'est en fait la même chose que ce que les dirigeants israéliens répètent depuis le début. Ils veulent que la guerre continue. Ils ne le disent pas forcément comme ça, mais Katz est irréaliste, parce qu'il ne semble pas comprendre que la situation a changé. Israël n'a plus l'impunité dont il bénéficiait. Il va sans doute perdre aussi son impunité politique avec la prochaine administration américaine, qui ne mettra pas son veto aux résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU contre Israël, comme l'ont fait les précédentes. Et il a déjà perdu son impunité militaire, parce que l'Iran a clairement fait savoir qu'il riposterait. Et ça n'aide pas d'avoir, parmi les candidats pour succéder à Benjamin Netanyahou, quelqu'un comme Naftali Bennett, qui déclare en gros, après qu'on en aura fini avec l'Iran, on s'occupera de la Turquie. La Turquie, d'ailleurs, qui fait partie du groupe A4 avec le Pakistan, l'Arabie saoudite et l'Égypte, eh bien la Turquie mène maintenant des exercices de défense aérienne avec l'Égypte. Il n'y a pas si longtemps, ces deux pays ne se parlaient même pas. Alors, contre qui s'entraînent-ils exactement? Je pense que c'est assez clair. C'est contre Israël. On voit donc se former un noyau de coalition à 4 pour faire face à la réalité de l'agression constante d'Israël et de ce que j'appelle le génocide des Palestiniens, et maintenant celui des chiites libanais. Ce n'est pas une situation figée, c'est très dynamique. De nouvelles forces apparaissent. Et je le répète, cet accord à 4 entre l'Égypte, l'Arabie saoudite, la Turquie et le Pakistan représente une menace potentielle, base régionale militaro-industrielle pour l'autosuffisance de ces pays. Chacun a quelque chose à apporter. Le Pakistan dispose de technologies chinoises qu'il a utilisées avec beaucoup d'efficacité contre l'Inde. L'Égypte, elle, possède une armée lourdement équipée, avec une vraie capacité industrielle. La Turquie est un pays industriel de premier plan qui produit ou est en train de produire un avion de chasse de 5e génération, le Khan. Et l'Arabie saoudite, de son côté, a l'argent, même quand la guerre n'est pas du tout à ses portes. Je pense donc qu'on assiste à un changement géopolitique majeur. Après cette guerre, les États-Unis auront probablement quitté la scène. La Chine et la Russie verront leur influence grandir, mais sans présence physique directe. Et cette coalition à 4, Turquie, Arabie saoudite, Pakistan et Égypte, deviendra le cœur d'une nouvelle architecture de sécurité dans la région. Je pense que ce serait intelligent pour les États-Unis d'améliorer au fil du temps ce type de compréhension, ou peut-être la relation avec l'Iran, en collaboration avec tous les autres pays du Golfe. Ce serait une bonne chose, mais je ne suis pas optimiste à ce sujet, à cause d'Israël. Non, le point essentiel, ce sont les attitudes et la politique d'Israël, parce que c'est eux, en quelque sorte, la puce qui fait bouger le chien. Vous voyez ce que je veux dire? Ils sont petits, rapides, ils mordent, et ils peuvent orienter les mouvements du chien. Le chien étant, malheureusement, les États-Unis. Donc si Israël est enfin prêt à prendre la décision de vivre en paix avec ses voisins, je pense que chacun de ses voisins aimerait avoir la paix avec Israël. Ils ne cherchent pas à détruire Israël. Ce qu'ils veulent, c'est mettre fin à l'agression israélienne contre eux, contre les populations qui vivent sous le contrôle israélien.
Désolé de vous interrompre. Je n'ai jamais entendu quelqu'un dire qu'on voulait détruire Israël, qu'on voulait l'effacer. Eh bien, vous savez, je pense qu'il y a des gens qui veulent vraiment détruire Israël. Non, en réponse à ce que fait Israël, ils ne le font pas par choix. Ils réagissent à ce que fait Israël, mais il y a effectivement des gens comme ça, même s'ils sont une toute petite minorité. Et ils n'incluent pas les dirigeants des gouvernements de Téhéran, de Riyad, d'Abu Dhabi, ni de la capitale du Koweït, et certainement pas de Mascate. Vous savez, il y a eu 2 offres de paix venant de rois saoudiens, une en 1982 à Fès, puis une autre en 2002 à Beyrouth. Ces offres exprimaient très clairement une volonté de normaliser les relations avec Israël, à condition qu'Israël cesse de se comporter comme il le fait. Donc la clé, ce sont les décisions israéliennes, des décisions qu'ils ne semblent pas prendre. Et s'ils ne les prennent pas, ils risquent que les États-Unis les prennent à leur place, à mesure que les relations entre les 2 pays se détériorent à cause du comportement d'Israël, qui est, franchement, indescriptible. Je veux dire, ce qu'Israël a fait est tout simplement terrifiant pour n'importe quel être humain normal. Et ça n'a pas commencé hier. Si on remonte un peu, on dispose maintenant de beaucoup de preuves qui avaient été cachées, montrant que le même genre de choses s'est produit après la guerre de 1967. À ce moment-là, Israël avait lancé une attaque surprise contre l'Égypte et la Syrie et commis d'autres actes comme le naufrage du USS Liberty, qui avait été dissimulé à l'époque, mais dont on parle ouvertement aujourd'hui. On a aussi des témoignages de colons dans des villes et villages arabes, racontant le massacre des habitants et d'autres atrocités, notamment le viol de femmes arabes par l'armée israélienne. Donc non, ce n'est pas quelque chose qui date d'hier. C'est cohérent. Et il n'est pas étonnant que beaucoup aient hésité à normaliser leurs relations avec Israël. Mais je pense qu'ils le feront si Israël change ses politiques et son comportement. Et je pense que cela inclut l'Iran. Ce n'est pas un ennemi implacable d'Israël, pas plus que la Turquie. Mais c'est un ennemi implacable d'un Israël sans frontières établies, sans contraintes imposées par le droit international, sans respect pour la communauté internationale, ni pour la Charte des Nations Unies. En somme, un État hors la loi, un paria parmi les nations. Personne n'acceptera cela, même en Occident, y compris parmi ceux qui ont soutenu la création d'Israël. Le Premier ministre pakistanais Sharif vient de publier un message sur X. En mettant de côté tout le bruit, nous pouvons confirmer qu'un texte final de l'accord de paix a été conclu et que le Pakistan travaille désormais en étroite collaboration avec les 2 parties pour finaliser les prochaines étapes. Très bonne nouvelle. Bravo au Pakistan, si c'est vrai. Bien sûr, je dois dire qu'à ce stade, il est difficile de ne pas garder une certaine dose de scepticisme parce qu'on a déjà entendu beaucoup de déclarations fausses sur d'éventuels accords. Et il faut dire qu'une partie du processus de négociation, aussi bien du côté des États-Unis que du Pakistan, semble consister à exagérer les avancées dans l'espoir justement de les encourager. Alors espérons que cette fois, ce soit vrai. Si c'est le cas, tout le monde y gagnera. Je pense que, quand on parle d'un nouvel accord ou d'un genre de protocole d'entente, il faut bien comprendre que les stratégies à long terme des États-Unis et de l'Iran ne se recoupent pas. Et c'est là le vrai problème dans la région. Je ne vois pas vraiment de solution à ça. Eh bien, c'est un problème qui semble devoir être résolu par la diplomatie, à terme. On sait que les pays du Golfe qui accueillent des bases américaines discutent tous, en secret,
avec l'Iran de la situation d'après-guerre. Et la confrontation irano-américaine repose en partie sur une forme de nostalgie, c'est-à-dire sur le souvenir des abus passés, du renversement de Mossadegh, de la prise d'otages pendant la révolution islamique. Mais si on retire la dimension militaire, et si les États-Unis font clairement comprendre à Israël qu'ils ne sont pas prêts à attaquer l'Iran à nouveau, alors je pense qu'on se retrouve dans une situation différente. Et là, il est vraiment dans l'intérêt de l'Iran, comme des États-Unis, de faire la paix entre eux. Même si cela devait marquer la fin de l'hégémonie américaine dans le Golfe Persique. Donc je serais plutôt optimiste sur la possibilité de trouver un accord. Mais bien sûr, tant qu'Israël contrôle la politique américaine, ça n'arrivera pas. Je reviens à ce point. Israël est aujourd'hui confronté à des décisions très difficiles. Et Israël en est parfaitement conscient, mais ne veut pas avoir à les prendre. Israël doit apprendre à vivre en paix. Israël doit découvrir la diplomatie. La diplomatie israélienne, c'est une contradiction dans les termes. Ça n'existe pas. Il n'y a que la coercition, sans aucune diplomatie pour l'accompagner. Et vous savez, après avoir parlé de la normalisation avec Israël dans de nombreuses capitales arabes, je pense que les Arabes comprennent que cela pourrait en réalité leur être très bénéfique. Israël a une économie de haute technologie. Le pays a beaucoup d'influence dans la politique américaine, même s'il a, à mon sens, gaspillé une partie de cette influence par son comportement récent. Mais vous savez, beaucoup souhaitent entretenir une relation avec Israël, une relation commerciale, une relation d'affaires. Personne ne nie l'existence de l'État d'Israël. Tout le monde sait qu'il est là. Personne ne veut le faire disparaître. Ce qu'on veut, c'est qu'il se comporte correctement. Donc encore une fois, Israël doit faire des choix. Si Israël continue sur la voie de la guerre, il finira par être détruit, à mon avis. Il ne peut pas survivre dans une région où sa survie dépend d'une supériorité militaire sur tous ses voisins et sur la population palestinienne occupée. Ça ne peut pas fonctionner. Merci beaucoup, Monsieur l'ambassadeur, d'être avec nous aujourd'hui. C'est comme toujours un vrai plaisir. Eh bien, c'est un moment d'optimisme pour une fois. Espérons que la guerre va vraiment se terminer. Ce serait formidable. Oui, exactement. Bonne journée. Vous aussi, Monsieur l'ambassadeur.